voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes sur Radio Laser pour un nouveau voyage extraordinaire dans les sciences. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons sont nos invités et nous parlent de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements. Ils nous dévoilent leur motivation, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer ou douter peut-être quelquefois. Et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons d'ailleurs, de leur transmettre donc leur passion, de susciter chez ces jeunes le désir peut-être de s'engager sur ces voies. Donc c'est Jean-Louis Coatrieux qui est avec moi dans le studio de Radio Laser. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Homme de lettres, poète, romancier. Alors je dis à chaque fois que c'est plutôt la littérature qui nous a fait nous rencontrer. Mais tu es aussi un homme de science internationalement reconnu pour les travaux sur l'imagerie médicale, sur la modélisation des systèmes complexes et sur l'intelligence artificielle. Nous accueillons aujourd'hui Charline Warembourg, épidémiologiste, voilà un mot quand même qui n'est pas toujours facile à dire, épidémiologiste en santé environnementale. Bonjour Charline. Bonjour Jean-Louis, bonjour Félix. Alors on disait ces mois derniers que la France était peuplée de millions de spécialistes en épidémiologie et on va voir bien sûr que ce n'est pas si simple. Votre parcours de formation, vos activités actuelles, c'est ce dont nous allons parler dans ce voyage extraordinaire. Voyage extraordinaire qui est une émission mensuelle créée par Jean-Louis Coatrieux, diffusée sur Radio Laser bien sûr, mais ne l'oublions pas, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. En route donc sous la direction de notre guide Jean-Louis Coatrieux. Merci Félix pour cette introduction. Bonjour de nouveau Charline. Nous allons parler d'un sujet que nous n'avons jamais abordé et je crois qui intéresse beaucoup les auditeurs et les auditrices. C'est le sujet des cohortes. Alors évidemment, c'est un mot qui est utilisé dans différents contextes. On va voir de quoi il s'agit. Vous êtes dans un institut qui s'appelle l'IRSET. Vous allez nous dire aussi ce que représente cet institut de création récente. Et avant de vous interroger, je voulais dire un mot sur un ami que nous avons perdu il y a très peu de temps, qui s'appelle Bernard Gégou, qui est justement celui qui est à l'origine de l'IRSET, un bel institut rennais. Bernard était un ami. Nous nous sommes rencontrés pour à de multiples occasions, d'une part dans l'institution rennaise, puisque il était directeur de recherche à l'INSERM, mais il avait été aussi universitaire auparavant. Son domaine n'était pas le mien, il était plus côté, disons, biologie, alors que moi je suis plutôt du côté nouvelles technologies. Mais les racines étaient profondes parce que sa famille est originaire d'un petit hameau du centre-Bretagne. Alors ce n'est pas Pleuhermel, d'où tu viens Félix, mais un petit village pas loin des terres de mon père. Ce village s'appelait Kergris-Moellou. Et mon père, eh bien, était originaire de Saint-Nicolas-du-Pelem. Donc nous avions en commun un partage de terre. Et nous avions aussi en commun la passion des sciences, bien sûr, la passion d'avancer, de créer. Et puis nous avons partagé aussi un certain nombre de combats
qui faisait que quelquefois nous retrouvions dans la rue pour des manifestations pacifiques de défense de la recherche française. Donc voilà, Bernard est un ami, il me manque beaucoup. Il va y avoir un hommage qui va lui être rendu dans quelques jours par l'IRSET. Je suis sûr que ce sera un bel hommage qu'il mérite. Voilà, alors revenons maintenant à Charline. Et alors, vous travaillez à l'IRSET. Alors, peut-être quelques mots sur l'IRSET ? Alors l'IRSET, juste avant, je voudrais aussi me joindre à cet hommage pour Bernard Gégou que j'ai aussi connu et à qui je dois beaucoup de choses, et notamment ma réussite aujourd'hui à l'IRSET. Donc je me joins vraiment à vous pour ce petit hommage à Bernard qui, comme tu l'as dit, je peux tutoyer. Oui. Je suis plus à l'aise avec le tutoiement. Comme tu l'as dit, est le fondateur finalement de l'IRSET. Donc l'IRSET, c'est l'Institut de recherche en santé, environnement, travail, donc qui se situe à Rennes et qui est un institut de recherche INSERM qui regroupe près de 300 personnes, chercheurs, techniciens, ingénieurs, avec un but commun qui est d'étudier l'impact de l'environnement sur notre santé. Donc il y a plusieurs équipes au sein de l'IRSET avec des profils assez variés, avec des biologistes, des toxicologues, des médecins et des épidémiologistes dont je fais partie. Voilà, alors tu n'hésites pas à nous interrompre, voilà. Félix. En particulier s'il y a des termes qui sont un petit peu... Alors, vous qui les utilisez régulièrement et ils vous paraissent anodins et faciles, maintenant pour nous qui ne sommes pas familiers de ce langage, on peut avoir des questions de vocabulaire qui se posent. Tout à fait, faut pas hésiter. D'accord. Alors, vous appelez Charline Warmbourg. Donc, un nom pareil nous évoque plutôt l'Alsace ou... dites-nous un petit peu d'où vous venez. Eh ben, pas du tout de l'Alsace, parce que je suis bretonne, donc je viens du centre-Bretagne, de Pontivy. Pas loin de Cargris-Moellou. Exactement, pas loin de Saint-Nicolas-du-Pélème. Et pas loin de Ploërmel. Pas loin de Ploërmel. Alors, on se retrouve... Donc, vous êtes né là-bas, vous avez fait toutes vos études? Non, je suis pas née là-bas, mais bon, je me considère quand même comme pontivienne parce que j'ai grandi à Pontivy, j'ai fait toute ma scolarité de la maternelle jusqu'au lycée à Pontivy, donc même si je suis pas née là-bas, je considère. Je suis originaire de Pontivy. Je sais que parfois pour les Bretons, il faut que... je vais vous faire une confidence. Il faut être né en Bretagne. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas né non plus en Bretagne, donc nous sommes dans la même situation. Très bien. Alors, les études donc à Pontivy. Ensuite, qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors ensuite, je me dirigeais vers des études courtes. Donc c'est un peu le paradoxe avec mon parcours d'aujourd'hui, mais donc je suis partie à Vannes, donc pas très loin quand même de Pontivy. Pour faire des statistiques. Pour faire des statistiques, alors, exactement. Pourquoi des statistiques à Vannes? Alors, c'était un DUT, hein? C'était un IUT que un vous IUT, étiez. oui, c'est ça, c'est une formation technicien, oui. Voilà. Et alors pourquoi des statistiques? Je me suis un peu retrouvée dans cette formation par hasard. Bon, j'ai toujours aimé les mathématiques et les sciences, mais je visais plutôt de l'informatique initialement. Et donc j'ai trouvé cette formation qui s'appelait à l'époque Statistique et traitement informatique des données. Donc j'ai candidaté et finalement je me suis retrouvée dans ce DUT sans trop savoir, sans avoir une vision vraiment à très long terme de ce que je voulais faire. Et vous avez continué? Et j'ai continué. Je suis restée 1 an de plus à Vannes en faisant une licence appliquée à la santé, donc toujours dans les statistiques, parce que je me suis rendu compte que c'était la santé qui m'intéressait. Et puis j'ai migré un petit peu plus au nord pour arriver à Rennes pour faire un master donc en santé publique. Donc avec toujours une composante statistique, notamment pour mon master 2 qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle modélisation en pharmacologie clinique et épidémiologie. Donc c'est là que l'épidémiologie arrive aussi un petit peu dans mon parcours. Très bien. Vous n'auriez pas rencontré un ami qui s'appelle Michel Carbaol dans la formation de statistique à Rennes? Non, ça me dit rien. Non? Non. Ah bah alors, parce qu'il est aussi ingénieur de recherche INSERM. Ouais. Il était avec un
un de ses proches amis, Jean-Yves Bansard. Oui. Et donc, il travaillait en faculté de médecine, donc ça aurait pu... Oui, mais j'étais en plus à la faculté de médecine, oui. ce master-là. Donc, mais non, ce nom ne me dit rien. Alors, donc master. Voilà, et là, je me suis dit, bon, je vais peut-être m'arrêter là pour mes études, sachant qu'à chaque diplôme, je me disais, c'est le dernier, et puis j'arrête. Et donc, je me suis retrouvée à faire mon stage de Master 2 à l'IRSET, donc, qui à l'époque n'était pas encore l'IRSET, c'était sur le campus de Beaulieu. Entre-temps, l'IRSET a déménagé. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce stage où donc là, j'étais sur... tout de suite de l'épidémiologie environnementale, donc c'est-à-dire que c'était un sujet de recherche ou de stage où on essayait d'étudier les liens entre des expositions environnementales et la santé. Et donc ma maître de stage, Cécile Chevrier, voulait me convaincre de faire une thèse, mais bon, j'étais vraiment pas prête. Je me disais non, c'est fini pour moi les études. Maintenant, j'ai envie de travailler, donc j'ai travaillé pendant 2 ans, toujours à l'IRSET ou au GERM à l'époque, en tant que statisticienne. Et puis au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que finalement le travail de chercheur c'était quand même assez intéressant et que en étant ingénieure statisticienne, ça me suffisait pas finalement. C'était ça, je voulais moi aussi monter mes propres projets et avoir mes propres questions de recherche. Et donc je me suis enfin décidée à faire une thèse. Toujours à l'IRSET. Toujours à l'IRSET. Toujours à l'IRSET. Mais est-ce que c'est comme une addictologie ou peut-être d'avoir toujours envie d'aller plus loin oui. Et oui, probablement. Ouais, c'est vrai. Alors, on posera la question sur l'addiction éventuelle aujourd'hui encore. Oui. Tout à l'heure. En même temps, c'est une belle addiction. Oui, bah oui, tout à fait, oui. Et puis bon, après la thèse, ou même pendant la thèse, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler à l'INSERM. C'était... c'est un bel institut. Bah voilà, et puis j'avais cette envie de rester dans la fonction publique, enfin dans la recherche publique en tout cas. J'ai pas encore j'ai comme un petit blocage entre la recherche publique et la recherche privée, donc c'était vraiment dans mes convictions de faire de la recherche publique. Et donc là, j'ai compris que c'était compliqué de rentrer à l'INSERM en tant que chercheur, que c'était des concours très compétitifs et que le meilleur moyen d'y arriver, c'était de partir à l'étranger pour continuer à apprendre et découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles façons de travailler. Et donc c'est là que je suis partie à Barcelone, donc pas la ville la plus déplaisante pour partir s'installer et travailler. Et dans un grand institut ? Également, oui, j'avais visé vraiment un très grand institut en épidémiologie environnementale qui pour moi était, et je pense est toujours le plus grand centre d'épidémiologie environnementale en Europe. Et donc j'ai passé 4 ans là-bas. J'ai appris beaucoup. Je me suis fait un très beau réseau de collaborateurs et donc je suis revenue en France à l'IRSET parce que je voyais pas d'autres alternatives. Pour moi, c'était vraiment mon objectif. J'étais partie pour revenir à l'IRSET. Et donc, je suis rentrée il y a 1 an et ça a été le bonheur, quand même. Ça a été, oui. On a encore un petit peu de nostalgie de temps en temps quand on retourne à Barcelone et qu'on se dit, c'était la belle vie. Non, je disais le bonheur parce que... Ah oui, le bonheur de... Tu es maintenant chercheur temps plein. Voilà. J'ai obtenu le fameux concours, le Graal, dont beaucoup de doctorants et post-doctorants rêvent. Et donc, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, quel est le prochain objectif ? Donc voilà, vous êtes chargé de recherche et puis vous allez faire de belles recherches. Et je pense qu'après, vous pourrez être directrice de recherche, etc. Donc tout va bien. Et en plus, les sujets sur lesquels vous travaillez sont des sujets passionnants. Enfin, je veux dire, qui posent de vrais problèmes de société, mais qui sont passionnants. Alors, on va y venir maintenant. Tu veux peut-être dire un mot ? Oui, non, alors simplement rappeler que nous sommes avec Charline, qui est épidémiologiste. Alors, peut-être qu'à la fin de l'émission, je le dirai sans hésiter, et que notre émission, actuellement, sur Radio Laser, c'est donc Voyage extraordinaire au pays des sciences, une émission créée par toi-même, Jean-Louis.
95.9 FM, c'est Radio Laser. Nous allons aller au cœur des choses. Tu travailles sur les cohortes et en particulier sur une cohorte qui résonne pour nous de manière un peu magique, une cohorte mère-enfant. Alors je ne sais pas si on dit mères-enfants ou mère-enfant parce que ça s'écrit avec un pluriel en fait d'après ce que j'ai vu. Et c'est une cohorte qui a été construite en Bretagne. Oui. Alors qu'est-ce que signifie cohorte? Et puis, si on pouvait en savoir plus sur cette cohorte mère-enfant après. Alors, une cohorte, finalement, c'est un groupe de personnes qu'on va suivre dans le temps, dans le but, finalement, de recueillir des informations, donc au début de l'étude, sur leurs habitudes de vie, ou nous, particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est leur exposition, et de pouvoir suivre ces personnes jusqu'à ce qu'elles développent des maladies, par exemple. Donc c'est vraiment cette notion de suivre un groupe de personnes dans le temps. Et on l'évoquait un peu plus tôt ensemble, que le mot cohorte, finalement, venait des cohortes romaines, où c'était des groupes de personnes qui se déplaçaient ensemble. Je crois que c'est ça la définition initiale. Alors, cohorte mère-enfant et Bretagne. Alors cohorte mère-enfant, donc là, c'est finalement, on va suivre un groupe de femmes enceintes qui vont donner naissance à des enfants et dont on va suivre les enfants. Donc la cohorte sur laquelle on travaille en Bretagne, c'est une cohorte qui s'appelle la cohorte Pélagie. Pourquoi ce nom ? Alors, Pélagie, ça fait un petit peu appel, où ça résonne un petit peu avec le côté Bretagne, mer, océan. Et si je vous donne vraiment la définition de Pélagie, c'est un peu long. Ça veut dire non, vous la voulez pas. Non, il n'y a pas de bon, c'est plus un jeu de mots alors. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que en utilisant des lettres qui sont les débuts de noms et exactement. Etc. Qui veut dire, je vais quand même le dire. C'est un joli nom, hein. Perturbateur endocrinien, étude longitudinale sur les anomalies de la grossesse, l'infertilité et l'enfance. Alors là, il faut le faire. Là, bravo. Il faut mieux garder Pélagie. Voilà, c'est plus simple de dire Pélagie. Et donc, ça a été créé il y a combien de temps ? Alors, ça a été créé en 2002. En fait, les femmes enceintes ont été incluses, donc intégrées dans la cohorte entre 2002 et 2005. Et donc, ont donné naissance à leurs enfants entre 2003 et 2006. Et ensuite, on a continué à suivre la santé, on a suivi les familles en s'intéressant particulièrement au développement et à la santé des enfants. Donc, on a eu des suivis à des âges un petit peu précis, à 2 ans, à 6 ans, à 12 ans. Et là, aujourd'hui, on met en place le suivi des jeunes adultes parce que nos petits-enfants Pélagie ont bien grandi et qu'ils commencent à être majeurs. Mmh. Donc là, actuellement, on met en place un suivi des enfants à l'âge de 18-19 ans. Alors, combien de personnes sont concernées aujourd'hui alors ? Alors, initialement, il y a eu 3421 femmes enceintes qui ont participé à la cohorte. Au fil du temps, on a perdu quelques participants, soit parce qu'ils ont déménagé, on n'a pas réussi à retrouver leurs coordonnées et les recontacter. Il y a aussi quelques personnes, mais ça reste minoritaire, qui décident d'arrêter le suivi, qui n'ont plus envie d'être contactés. Et donc aujourd'hui, on a encore un petit peu plus de 2000 familles dont on a encore les coordonnées et qu'on recontacte. Et sur les 2000, tout le monde ne répond pas forcément. Aujourd'hui, on vise 1200 familles qui continueront à participer au suivi à 18-19 ans. Là, c'est les aléas de la vie après qui font que une partie sont perdus de vue, etc. Voilà, ou déménagent. On en a qui ont déménagé à l'étranger, donc c'est compliqué pour nous de les Et ça couvrait toute la Bretagne initialement. Il n'y avait pas de localisation particulière. Ça couvrait principalement Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, un petit peu de Finistère et un petit peu de Pontivy aussi, qui était à la frontière des Côtes d'Armor, parce qu'en fait, le recrutement des femmes enceintes était fait par les gynécologues, les obstétriciens et les échographes
échographe, de ces 3 départements. Et voilà, il y avait cette frontière entre Pontivy et Loudéac, avec une maternité à Pontivy. Et bon, voilà. Tout et ça pour qu'on comprenne bien comment ça se met en place, c'est un réseau médical, en fait, que vous contactez, que ce soit les généralistes, les échographistes, etc., qui vous aident à monter l'opération. Comment ça se passe concrètement ? Oui, exactement. En fait, c'est donc l'équipe d'épidémiologie qui a réfléchi à comment mettre en place ce type de suivi et comment inclure des femmes enceintes sur toute la région. Et donc là, il y a eu une prise de contact avec les différents médecins, échographes. Je sais toujours pas si on dit échographe ou échographiste, ça va me perturber, je vais arrêter de le dire. Gynécologues qui volontairement finalement ont participé, ont accepté de participer à cette étude. Donc ils avaient pour objectif que dès qu'ils rencontraient une femme enceinte qui venait pour leur première consultation, de les informer sur l'existence de cette cohorte pélagie qui était en train de se mettre en place. Et donc ils proposaient aux femmes de participer ou non. Et donc dès le début, vous leur expliquez que ça va durer des années et la motivation alors qu'elles ont en général. Alors initialement, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de suivre les femmes et leurs enfants pendant autant d'années. Donc c'est vrai qu'initialement, quand elles se sont engagées, je pense qu'elles n'imaginaient pas que à la majorité de leurs enfants, on allait encore les contacter. Et les motivations, c'est vrai que la grossesse, c'est quand même une période où les femmes sont assez sensibles au risque, au risque pour leur enfant à venir. Donc c'est aussi une bonne période finalement nous pour étudier, sensibiliser les femmes. De participer à ce genre de choses. Tu allais dire quelque chose ? Moi, alors une question très matérielle. Il y a une reconnaissance financière ou pour ces personnes qui sont pour dans les l'accord. participants ? Oui. Non, du tout. Non. C'est vraiment sur la base du volontariat et c'est à la fois par conviction de notre équipe où finalement on veut pas que les gens participent parce qu'il y a une récompense derrière. On veut qu'ils participent, mais vraiment de leur plein gré et que ce soit pas une carotte qu'on va mettre au bout qui va les animer pour participer. C'est un peu toute différence gardée, un peu comme donner son sang. Exactement. Donner peut-être du temps, donner. Oui, parce que ce genre d'étude a un sens évidemment très pour tout le monde, pas que pour les femmes enceintes en plus. Oui, bien sûr. Il y a aussi les enfants derrière. Alors concrètement, donc vous avez un groupe de départ de personnes qui sont volontaires, qui ont compris la démarche que vous proposez. Ça veut dire quelles sont les observations à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce qui est suivi finalement du point de vue des collectes de données les concernant ? Alors si je repars de... C'est peut-être compliqué, hein ? Non, ça devrait aller. Si je repars depuis la grossesse, en fait, les femmes déjà ont répondu à un premier questionnaire où on leur demandait des informations sur leurs habitudes de vie, sur ce qu'elles avaient l'habitude de manger, est-ce qu'elles consommaient du tabac, quel travail elles faisaient, est-ce qu'elles étaient exposées en particulier aux solvants dans leur travail. Tout un tas de questions sur leurs habitudes et leur santé un petit peu. Et puis à la naissance, les maternités avec qui on était en contact nous recueillir des informations sur la santé de l'enfant à la naissance. Donc, typiquement, le poids de naissance, s'il y avait une malformation à la naissance ou des choses comme ça. Et puis après, dans les différents suivis à 2 ans, 6 ans, on s'intéressait un petit peu plus au développement moteur ou développement... psychologique psychologique. J'essayais de chercher des mots... non compliqué, ceci je partais sur la cognition ou le neurodéveloppement. Donc à 6 ans, par exemple, il y a des psychologues qui se sont rendus aussi au domicile des enfants, pas tous les enfants, mais un petit groupe d'enfants,
pour leur faire des tests neuropsychologiques. Mais il y a des observations de type, je sais pas, cardiologique. Alors là, on y arrive justement. Donc à 12 ans, on a axé plutôt le suivi sur le développement pubertaire parce que c'était l'âge clé pour s'intéresser au développement pubertaire. Et donc là, pour le prochain suivi à 18-19 ans, il est plutôt axé sur la santé cardiovasculaire et neurologique éventuellement d'ailleurs. Hein. Alors un peu moins neurologique à 18 ans parce que c'est plus compliqué finalement de trouver des nuances parce que finalement on n'est pas sur des enfants avec des pathologies. Hein. Généralement, on reste sur une population assez saine et donc nous on va s'intéresser à des toutes petites variations en termes de santé. On va pas pouvoir s'intéresser à des maladies en soi. Parce qu'on n'a pas assez d'enfants qui ont ce type de maladie. Donc le développement neurologique à l'âge adulte, c'est un petit peu plus compliqué à étudier. Et alors, vous suivez les mamans aussi ? Alors un peu moins. C'est vrai que les mamans, on les a un petit peu délaissées au cours de ces suivis parce qu'on s'intéressait vraiment à la santé des enfants. Après, c'est vrai que c'est une idée que j'ai en tête pour le futur où finalement peut-être qu'il faudrait aussi revenir à la santé des mamans. Mais alors, du point de vue des effets de l'environnement, parce qu'on est entouré de plein de choses, de plein de produits chimiques, de l'air est porteur de plein de... on est dans l'époque du pollen, donc oui. Mais ça reste d'un effet très embêtant parfois, mais bon, qui n'est pas trop critique. Donc les effets, les produits qui vous intéressent dans ce genre de choses sont lesquels ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors initialement, en fait, cette cohorte Pélagie, elle a été créée par Sylvaine Cordier qui s'intéressait à l'impact de l'exposition aux solvants. Alors solvant, c'est quoi ? Alors solvant, c'est vrai que c'est assez compliqué à résumer des exemples de solvants. Les solvants, on va les trouver dans les peintures, dans les encres, dans certains cosmétiques aussi. En fait, les solvants, c'est une classe très variée de molécules qui vont avoir on va utiliser différents solvants pour des usages particuliers. Les produits ménagers. Les produits ménagers également. Bien, oui. Et donc, initialement, la cohorte Pélagie a vraiment été mise en place pour étudier l'exposition aux solvants parce que dans le passé, on avait dans la littérature scientifique observé des choses en lien avec l'exposition aux solvants et les malformations à la naissance chez les enfants. Sauf que les études qui existaient avaient certaines limites parce qu'on ne pouvait pas avoir cette temporalité entre le moment de l'exposition et l'apparition de la malformation. Et pour y arriver, on a besoin des cohortes. En fait, les cohortes sont vraiment un type d'études qui permettent d'avoir cette notion de temporalité entre l'exposition et la maladie ou la pathologie. Donc c'est vrai que le premier intérêt de Pélagie, c'était l'exposition aux solvants. Et puis, parce qu'on est en Bretagne et que la Bretagne est une grande terre d'agriculture, s'est posé la question de l'impact des pesticides. Donc la deuxième classe de contaminants auxquels on souhaitait s'intéresser avec Pélagie, c'était les pesticides. D'accord. Alors là, on comprend le schéma global. Vous avez parlé de statistiques tout à l'heure, donc à un moment donné, les statistiques vont apparaître dans le tableau. Ah bah oui, on peut pas se passer des statistiques finalement pour faire le lien entre ces expositions et l'apparition de pathologies donc finalement c'est au cœur du... Et alors c'est un peu compliqué parce que vous avez des données qui sont pas toutes de même nature. Non. Il y en a, je suppose, qui sont numériques, c'est-à-dire des chiffres. Il y en a d'autres qui sont, comment on dit, catégorielles. Enfin, ce sont des catégories où on a un peu... Oui, symboliques aussi peut-être. Enfin, je sais plus comment on les appelle. Quand ce sont des mots, hein, tout simplement, ou du vocabulaire, hein, du langage. Donc ça, des questions
particulière pour les statistiques? Oui. Oui, c'est vrai qu'on a. Vous avez des méthodes, je suppose. Oui, voilà, tout à fait. On a des méthodes qui permettent de tenir compte de la structure ou de la nature de la donnée qu'on a initialement. Donc, on va avoir des méthodes statistiques différentes si on s'intéresse au fait d'être malade ou non malade. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle. C'est du binaire. Voilà, du binaire. Ou alors, si on va s'intéresser à, je sais pas, l'indice de masse corporelle, par exemple, où là, on va avoir une donnée continue avec des enfants qui vont avoir une valeur de 18, d'autres de 20, 21, 25, etc., etc. Alors ça, c'est la nature des observations. C'est pour Félix en même temps que je lui dis. Mais en plus, vous avez un échantillonnage qui n'est pas un échantillonnage régulier, puisque vous avez parlé de 2 ans pour les enfants, 6 ans, etc. Donc ça pose aussi parfois des difficultés du point de vue statistique. Oui, parce que... De l'interprétation des statistiques. Hein. Oui, et puis on va pouvoir soit essayer de voir un petit peu une trajectoire au cours du temps. Si on s'intéresse au poids, par exemple, on va avoir des enfants qui vont pouvoir avoir ce qu'on appelle une trajectoire de croissance ou de poids qui va être régulière. Et puis on va peut-être pouvoir aussi identifier des enfants qui, eux, vont avoir... qui vont prendre beaucoup de poids sur les premières années et puis qui vont ralentir ensuite. Et donc ça, c'est une autre façon de traiter la problématique au niveau statistique. Alors, j'ai évidemment rencontré au cours de ma vie des gens de votre domaine, puisque pendant un moment, notre commission, ma discipline était avec l'épidémiologie, la santé publique, dans une commission INSERM. Donc j'ai toujours, évidemment, en arrière-plan, pour moi, Marcel Goldberg, et c'est à travers, d'ailleurs, cette expérience-là que j'ai appris, finalement, ce qu'était la communauté épidémiologiste de France. Ces études ont un coût. Elles sont coûteuses, elles sont demandeuses de moyens humains. Comment sont-elles financées? Comment vous faites? Alors c'est vrai que ça a un coût assez impressionnant. Là, on a fait le calcul pour la cohorte Pélagie depuis donc sa mise en place. La cohorte a un coût d'environ 3,5 millions. Donc c'est quand même assez important. Et le problème qu'on a, c'est que nous, notre but, c'est vraiment de suivre dans le temps. Donc là, on en est à 20 ans de suivi, donc c'est très long. Sauf qu'au niveau des financements qui sont disponibles pour la recherche, ce sont des financements à court terme. Ça va être des projets de 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Mais on est obligé de mettre bout à bout des petits financements. Alors bon, petit, tout est relatif, hein, mais voilà, c'est aussi une contrainte qu'on a et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un soutien au long terme pour pouvoir pérenniser et garder ces cohortes le plus longtemps possible. Vous avez des partenaires naturels qui viennent soutenir ce type d'action, mais chacun avec ses contraintes de temps limité. Mais vous avez quand même des partenaires, je dirais, de base qui s'intéressent à ces questions-là. Oui, après c'est en général c'est maladie ou enfin non, peut-être pas l'assurance maladie mais non on est plutôt enfin c'est toujours nous qui devons aller chercher l'argent hein. En général nos partenaires ne viennent pas nous dire tenez on vous donne des sous il faut quand même aller les chercher mais c'est vrai qu'on peut quand même remercier le soutien de plusieurs organismes. Donc, au début de la cohorte, on était beaucoup financé par les ministères de l'environnement ou de la recherche. On a aussi beaucoup été financé par la Fondation de France, qui nous a vraiment beaucoup aidé pour maintenir la cohorte. La région Bretagne ? La région Bretagne, oui. En fait, on a des sources de financement assez variées, mais avec toujours l'importance de limiter, enfin d'exclure même tout lien ou conflit d'intérêts possible. Par exemple, c'est inimaginable qu'on soit financé par une industrie agrochimique, par exemple, étant donné nos questions de recherche. D'accord. Donc en fait, ça c'est une difficulté en recherche pour des actions de longue durée ou de très longue durée. En fait, il n'y a pas de système qui permet de le garantir totalement et effectivement, à certains moments, ça doit être difficile
de se dire on va être obligé, on est presque contraint d'arrêter, alors que il est fondamental d'assurer la continuité de ce genre genre d'études. Alors, beaucoup d'autres questions à vous poser, bien entendu. 95.9 FM, c'est Radio Laser. On continue donc avec Charline sur Radio Laser dans Voyage extraordinaire dans les sciences. Et donc nous parlons statistique, nous parlons épidémiologie. Jean-Louis, je te laisse poursuivre. Alors, on a parlé observation, on a parlé méthode d'analyse, on a parlé aussi un petit peu de financement. Une autre question qui est sensible aussi dans la période actuelle, c'est que toutes les observations qu'ils vont faire, toutes les mesures qui vont être faites, il va falloir les garder quelque part. Alors, où sont-elles conservées, ces informations? Est-ce qu'elles sont protégées? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même la grande crainte du moment. Oui, alors, c'est vrai que ça, c'est très important de conserver les données de façon... comment dire, sécurisé, individualisé, anonymisé et sécurisé. Donc, oui, anonymisé, c'est très important pour qu'à aucun moment il puisse y avoir une utilisation de données contre les personnes qui font partie de l'étude, que ce soit les mamans ou que ce soit les enfants. En fait, toutes nos données sont stockées donc sur des serveurs sécurisés de l'université de Rennes. Il y a que nos équipes, notre équipe d'épidémiologie qui a accès à ce serveur. Et finalement, toutes les données qui sont sur ce serveur sont totalement anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne peut à aucun moment mettre en relation les données qu'on a collectées avec l'identité de la personne qui est concernée. Ça, c'est vraiment impossible de faire ce lien. Le seul lien qui peut être fait entre l'identité les seules personnes qui ont accès à l'identité des personnes, c'est 3 personnes statutaires de l'équipe. Et encore une fois, c'est jamais associé à la santé. Finalement, c'est juste un moyen pour nous de pouvoir continuer à contacter les familles. Parce que finalement, il faut qu'on garde l'identité si on veut les recontacter derrière pour leur proposer un nouveau suivi. Mais alors, contre quel risque vous luttez avec cette anonymisation? Quels pourraient être les risques de récupération qu'est-ce qu'on peut craindre? Personnellement, je dirais qu'on peut pas craindre grand-chose. Parce qu'on n'est même pas sur des populations de malades. On est sur une population saine. On a des données... on va connaître le poids des personnes. On va connaître... s'il y a quelques pathologies dont on va avoir connaissance, mais le risque, il est quand même minime. Oui, par rapport à d'autres données qui peuvent être des données de maladies, par exemple, et qui peuvent impliquer des problèmes d'assurance différents suivant les gens, etc. Oui, c'est ce type de risque qu'on peut avoir, mais c'est vrai que dans notre cas, il n'y a pas de risque d'utilisation commerciale, publicitaire et tout ce qu'on peut imaginer, non. Alors, donc on a le paysage, je dirais, presque complet maintenant. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, quel type de résultats vous avez déjà obtenu? Alors, pas forcément récemment, mais ça peut être il y a 10 ans ou il y a 15 ans, avant même que vous arriviez. Oui, c'est ça. Non, c'est qu'on ait une idée, justement, des enseignements qui peuvent déjà être en tirés. On a quelques exemples, notamment, donc comme je l'évoquais plus tôt, sur les solvants et le risque de malformation. Donc ça, c'est vrai que c'est un des résultats de Pélagie qui a permis finalement de confirmer ce qui avait été observé dans des populations aux États-Unis, par exemple, sur le réel impact d'une exposition aux solvants dans le cadre du travail des femmes enceintes et le risque de malformation chez l'enfant. Donc derrière, tout ça donne lieu à la mise en place de méthodes de prévention où on va aujourd'hui
Je crois que dans les textes de loi, c'est clairement écrit que une femme enceinte qui est exposée aux solvants dans son travail ne peut pas rester à ce poste de travail. Et donc, il va y avoir un aménagement du poste pour qu'elle ne soit pas exposée aux solvants. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, on a aussi l'exemple des pesticides. Là, on a la boucle, c'est-à-dire le résultat de Pélagie, il est publié dans une revue scientifique, je suppose. Il est aussi envoyé aux organismes de l'État, qui sont par exemple le ministère du Travail ou oui, ça passe aussi santé, souvent par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sur l'environnement et l'alimentation, qui donne finalement des recommandations sur l'utilisation de telle ou telle molécule chimique, par exemple. Et donc ensuite, c'est les ministères qui prennent la décision de transformer ça en une réglementation. Mais ça, c'est un chemin très très long aussi. Hein. Oui, c'est long. Donc l'effet mais bon, il y a des conséquences donc de recommandations en sortie de ce genre d'études. Exactement. Sur les pesticides, pareil, l'étude Pélagie a été une des premières à publier des niveaux d'exposition chez la femme enceinte. Donc derrière, pareil, ça a amené la mise en place des programmes de biosurveillance, c'est-à-dire que maintenant en France, il y a des populations qui sont étudiées régulièrement pour mesurer les niveaux d'exposition à certains contaminants chimiques, dont les pesticides, pour vérifier, pour avoir une idée de l'exposition de la population française à ces contaminants. C'est-à-dire que Pélagie a pu aussi avoir comme conséquence de lancer des études ou des cohortes supplémentaires, nouvelles, pour aller étudier plus finement telle ou telle chose qui sont liées avec les pollutions en général chimiques. Et on va jusqu'à contribuer à l'interdiction de certains pesticides. Il y a quelques années, on utilisait beaucoup ce qu'on appelle les pesticides organophosphorés. Donc c'est une certaine famille de molécules de pesticides, d'insecticides. Qu'on trouve dans quoi ? En fait, c'était utilisé sur les cultures pour éliminer les insectes qui venaient. D'accord, donc c'est le côté agricole là. Mais pas que, c'était aussi, alors que je dise pas de bêtises, il y a certains insecticides qui étaient aussi utilisés dans les produits qu'on a chez nous, les produits anti-puces ou de ce type de produits pour tuer les insectes finalement. Donc aujourd'hui, ces molécules, elles sont interdites en France. Et c'est en partie grâce à Pélagie qui a montré qu'effectivement il y avait des risques pour le développement neurologique des enfants. Alors, Pélagie, là, donc c'était 3000 et quelques personnes au départ. Il y a une moitié, peut-être aujourd'hui encore, qui est toujours active. Du point de vue statistique, la taille de l'échantillon est un élément important pour déterminer la force des conclusions ou la force des analyses. Sur un sujet comme ça, mère-enfant, vous êtes dans un projet européen, je crois. Alors, je ne sais pas si Pélagie a pris son envol au niveau Europe, mais là, ce serait un moyen, évidemment, d'augmenter la puissance de l'étude. C'est exactement le but de ce projet européen. Donc, aujourd'hui, Pélagie est impliquée dans ce projet qui regroupe, en fait, toutes, ou pas toutes, mais un certain nombre de cohortes mère-enfant, donc qui sont similaires à la cohorte Pélagie, partout en Europe. Donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de cohortes mère-enfant qui sont dans ce projet européen et qui visent justement à augmenter ce qu'on appelle la puissance statistique, donc c'est-à-dire le potentiel pour observer des associations en finalement augmentant le nombre de personnes auxquelles on va s'intéresser. Elles ont démarré à peu près au même moment ou elles sont échelonnées dans le temps ? Non, c'est assez variable. En fait, on a un petit peu l'avantage dans Pélagie d'être une vieille cohorte. Donc finalement, en Europe, on fait partie des rares cohortes qui ont un suivi, cohorte mère-enfant, qui ont un suivi si long.
Et donc les autres cohortes sont plus récentes. Il y en a quelques-unes qui sont à peu près du même âge que Pélagie, mais on a quand même, c'est assez unique. En France, c'est d'ailleurs la cohorte mère-enfant la plus ancienne, avec une autre cohorte qui s'appelle la cohorte Eden, qui a été faite à peu près au même moment. Donc c'est vraiment un avantage de la cohorte Pélagie, et on espère pouvoir continuer de suivre les participants encore longtemps. Ce mot cohorte, là, alors c'est peut-être une petite parenthèse, il est utilisé spécialement dans des moyens comme Pélagie, ou est-ce qu'on va le retrouver dans d'autres domaines statistiques? Je pense aux enquêtes d'opinion, ces choses-là. Est-ce qu'on utilise le mot cohorte ou dans quel domaine l'utilise-t-on, quoi? C'est vrai que le mot cohorte est quand même très associé à l'épidémiologie. Ouais. C'est vraiment c'est un type d'étude. En fait, en épidémiologie, on a 3-4 grands types d'études qui sont les études de cohorte, où là on va suivre un groupe de personnes dans le temps. Et puis ensuite on a les études cas témoins, où là on va plutôt partir du fait qu'on a déjà des gens qui sont malades et on va essayer de retracer le passé. Et puis après on a ce qu'on appelle les études transversales, où on va prendre des individus à un temps T et on va regarder à quoi ils sont exposés aujourd'hui, est-ce qu'ils sont malades aujourd'hui. Mais c'est vrai que le terme de cohorte est principalement étudié ou utilisé dans le cadre de l'épidémiologie. D'accord. Mais il y a beaucoup de cohortes. Justement, c'est une question possible. Actuellement, en France, on a une idée du nombre de cohortes qui sont en cours? J'essayais de les compter, et en fait, c'est vrai qu'il y en a énormément. Et tout dépend aussi de ce qu'on met derrière ce mot cohorte. On a les cohortes en population générale, oui. On a des cohortes de patients, on a des cohortes de travailleurs. Donc aujourd'hui, en France, je pense que ça se compte par dizaines, le nombre de cohortes. Moi, j'en connais une qui est aussi très ancienne, qui est la cohorte Gazelle, oui. Qui a été créée par Madame Marcel Goldberg aussi. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, 30 ans 40 ans, oui. Et elle s'intéressait au suivi donc longitudinal, c'est-à-dire dans le temps, pour utiliser un mot plus simple, du personnel d'EDF, oui. Qui était soumis à des expositions, etc. Oui. Et donc elle existe toujours, je crois. Oui, oui. Ça doit être une des plus anciennes quand même, je pense. Oui, tout à fait, oui. Oui, je connais aussi cette cohorte Gazelle, mais il y en a énormément des cohortes. Après, des cohortes mère-enfant, on en a 4, 5, 6, pas plus en France. Ah, il y en a quand même. Il y en a d'autres, oui. Il y a la cohorte Eden dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a à peu près le même âge que Pélagie. On a la cohorte ELF, dont on a beaucoup entendu parler en France, parce que la cohorte ELF, donc c'est une cohorte de naissance qui est représentative des naissances en France. Donc là, il y avait 30 000, c'était une très grosse cohorte de naissances avec 30 000 femmes et leurs nouveau-nés qui étaient inclus dans tous les départements français. Et l'objectif, là, c'était l'objectif de ELF, c'était un petit peu plus orienté sur plus le volet social, comportement, les inégalités aussi face au travail, ou les inégalités économiques et l'impact que ça peut avoir sur le développement de l'enfant. Très bien, d'accord. Et puis on a d'autres cohortes, la cohorte CEPA. Alors vous en avez aussi à l'IRSET d'ailleurs, qui nous amène un peu plus loin d'ailleurs. Oui. Il y en a une qui concerne les Antilles, je crois. Exactement, c'est la cohorte Timoun en Guadeloupe. Alors vous travaillez pas directement dessus, mais vous travaillez dans l'équipe qui s'occupe de cette cohorte, donc qui est aussi une cohorte mère-enfant. C'est aussi un sujet d'actualité. En Guadeloupe, oui. Qui a été mise en place par Luc Multinier et Sylvaine Cordier il y a quelques années également, avec cette même idée de s'intéresser à l'impact de l'environnement sur la santé et le développement de l'enfant, avec une particularité aux Antilles qui est l'exposition au chlordécone. Donc c'est un pesticide dont on entend parler régulièrement dans les médias. Et donc la cohorte Timoun, elle a aussi beaucoup contribué à montrer les impacts vraiment délétères sur le développement de l'enfant liés à une exposition au chlordécone. Timoun, dans ce contexte-là, aura été un élément clé
pour la prise de conscience, je dirais, des autorités de l'État et... Oui, notamment sur le risque de prématurité. Il y a une étude qui a montré que les femmes qui avaient été les plus exposées au chlordécone pendant leur grossesse avaient donné naissance à des enfants prématurés plus fréquemment que celles qui étaient les moins exposées au chlordécone. Donc ça a vraiment pesé dans la décision sur la reconnaissance du problème de la pollution au chlordécone aux Antilles. Mais par rapport à d'autres maladies, par exemple... il y a le cancer de la prostate. Timoun le cancer de la prostate dans Timoun, non. Parce qu'on a des femmes enceintes. C'est aussi centré sur les femmes. C'est aussi centré sur les femmes. La cohorte Timoun ? Oui. Mais c'est une cohorte mère-enfant. Donc d'accord. Oui, c'est pareil. Recrutement de femmes enceintes et suivi de leurs enfants. D'accord. Très bien. Oui. Alors, du point de vue de ces études, là, on voit bien les difficultés que ça représente, le spectre que ça peut couvrir, la complexité aussi. Donc, ce qui signifie que le dessin d'une cohorte, au départ, doit être très très bien structuré, orienté avec des objectifs précis, des moyens précis, etc. On voit bien aussi l'intérêt de l'Europe dans ce genre d'études, le coût que ça peut représenter. Alors, l'équipe qui s'occupe de ça, là par exemple, pour Pélagie, c'est combien ? C'est 2, 3, 4, 10 personnes, 100 personnes ? J'exagère, bien sûr, mais... Non, c'est vrai qu'on est... Le noyau de base, déjà. On est une petite équipe. Qui est dans le noyau de base ? Qui est dans le noyau de base ? Alors, la créatrice, on va dire, de cette cohorte Pélagie, donc qui est Sylvaine Cordier, qui a vraiment mis en place cette cohorte. Qui est directrice de recherche émérite à l'INSERM, oui. Donc je pense que c'est la première à remercier. Et puis ensuite, donc il y a Cécile Chevrier qui a un petit peu pris la suite de la cohorte suite au départ de Sylvaine. Et puis aujourd'hui moi qui prend la suite de ce suivi à 18-19 ans. Et Christine, qui est ingénieure et qui est là vraiment pour prendre tous les contacts avec les participants, maintenir les bases de données. Christine, c'est vraiment aussi le noyau dur de Pélagie qui est là depuis le début. Et ensuite, on a plusieurs chercheurs qui portent chacun des thématiques sur Pélagie. Donc, on a un médecin, Ronan Garlantézet, qui lui va être plutôt porté sur tout ce qui a trait à la reproduction, au système reproducteur. On a Nathalie Costet qui travaille aussi beaucoup, donc qui est ingénieure de recherche statisticienne que vous connaissez d'ailleurs, qui était au LTSI avant. On a Bénédicte Jacquemin qui elle porte plutôt la santé respiratoire. J'en oublie, j'ai peur de faire des oublis importants, mais voilà, on a un petit noyau médical aussi, si je comprends bien, autour. Oui, on a une pédiatre aussi qui a médicale. Vous avez des doctorants, je suppose. Ah bah oui, ce sont les doctorants. Moi, j'étais moi-même doctorante sur la cohorte Pélagie il y a quelques années, donc oui, il y a des doctorants, il y a aussi des étudiants de master qui viennent faire leur stage, qui travaillent sur les données de la cohorte Pélagie, donc. Disons qu'on a un noyau dur de 5-6 personnes. Qui ne sont pas toutes à temps complet quand même. Sur Pélagie, non. Donc vous avez des profils de collaborateurs, je dirais, assez différents finalement. Oui, on collabore avec tout type de profil. Donc c'est vrai qu'on a cette particularité dans l'équipe à être beaucoup de personnes avec une formation initiale en statistique. Mais il n'y a pas que ce type de profil. On a des médecins de santé publique, on a des toxicologues aussi qui nous aident beaucoup sur l'interprétation des résultats ou qui vont aussi pousser vers d'autres questions de recherche un petit peu plus proches de la toxicologie. On a vraiment des profils assez variés. Pour arriver à travailler en épidémiologie, on peut venir un petit peu de tous les horizons.
On a là actuellement, par exemple, quelqu'un qui a fait des sciences politiques initialement. Donc, finalement, en se spécialisant au fur et à mesure de son parcours universitaire, on peut arriver à faire de l'épidémiologie avec différents bagages initiaux. Et c'est ça qui fait notre force, finalement. C'est que on a des profils très variés et on est très complémentaires entre nous. Donc ça nous amène à une question qui est un peu centrale pour Félix et pour moi. Cette émission est évidemment faite pour le grand public, mais elle est aussi faite pour les jeunes. Par rapport à votre trajectoire initiale, il peut y avoir des filières qui sont plus ou moins adaptées. Et puis, donc, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes d'aujourd'hui qui sont pas forcément super bons en statistiques, mais qui auraient envie justement de travailler dans des contextes comme ça, sur des projets de cohorte pour demain, etc. Comment ils pourraient trouver leur chemin, ou elles pourraient trouver leur chemin? C'est pas une question évidente, hein, mais c'est vrai que je pense qu'on peut arriver jusqu'ici par différents chemins. Donc effectivement, il y a la statistique, comme je l'ai dit, mais ça peut aussi être la médecine. La médecine, oui. Il y a beaucoup de médecins ça peut être aussi l'informatique. L'informatique, la bioinformatique maintenant qui fait son apparition, qui était un domaine qu'on connaissait pas avant, mais avec toutes ces données, un petit peu ce qu'on appelle le big data, on a aussi des profils de bioinformaticiens qui arrivent dans nos équipes. Ça peut être de la toxicologie, de la biologie aussi. On a aussi des gens qui ont plutôt un parcours de biologie initialement. De biologistes, oui. Et les sciences humaines, je pense à la sociologie. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à mettre de côté, mais qui est pourtant très important à prendre en compte. Et on essaye on aimerait davantage avoir des liens avec les sciences humaines et sciences sociales. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dont on entend de plus en plus parler, où il faut un réel rapprochement entre les sciences dures, hein, comme on dit, et les sciences humaines et sociales. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer dans l'équipe, mais c'est toujours très difficile de trouver des liens avec une discipline qui est parfois un petit peu éloignée de ce qu'on fait tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait. Là, on pourrait penser à quoi? On pourrait penser à la sociologie, on pourrait penser peut-être la perception des risques liés à l'environnement, qu'est-ce qui sont des freins, ou au contraire qu'est-ce qui est moteur pour la population à être plus ou moins réceptif à des messages de prévention. Je pense que de ce côté-là, on pourrait s'améliorer finalement. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Peut-être la dernière question, en suivant l'ordre de Monsieur Félix Boulet. Il y a des visites possibles à l'IRSET? On peut aller vous rencontrer? Oui, on peut aller voir sur le terrain comment vous travaillez? Oui, il y a des visites qui sont organisées, notamment lors de la fête de la science, avec le Festival des sciences qui est organisé à l'automne en général. Donc on a des portes ouvertes à l'IRSET. Il y a aussi la semaine du cerveau, où là c'était il y a quelques semaines, où on peut s'inscrire pour venir visiter le labo. Et puis on accueille aussi régulièrement, tous les ans, des stagiaires de troisième, parce que c'est toujours d'actualité de faire un petit stage en troisième. Donc on a souvent des étudiants qui viennent passer une semaine avec nous et qui naviguent d'équipe en équipe pour voir vraiment des profils très différents, pas que de l'épidémiologie, mais aussi de la toxicologie. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, peut-être si on a une seconde. Vous avez des plateformes à l'IRSET, je crois, et en particulier des plateformes de génomique. Transcriptomique. Transcriptome. Ouais. Alors ça, je ne connais pas, mais il me semble que c'est Charles Pinault qui devait s'en occuper à un moment donné. C'est ça. C'est vrai que c'est assez loin aussi, moi, de ce que je fais. On a une autre plateforme où là, on est un petit peu plus proche, qui est le LERES. Donc, c'est un laboratoire qui, lui, va être plus dans la mesure des expositions. Où là, on est un petit peu plus proche de la plateforme du LERES que de la plateforme de transcriptomique. Non, protéomique. J'ai dit transcriptomique, c'est protéomique.
Bon, donc nos auditeurs et nos auditrices, et les jeunes en particulier, sont invités à profiter des portes ouvertes et puis des possibilités de stage lorsqu'on est encore au collège. Non. Oui. Au collège, oui. Au collège, oui. Le stage de 3e, oui. Voilà. Et vous avez au moins un nom que vous pouvez retenir, qui est celui de Charline Wattenbourg, pour qu'elle vous ouvre les portes. Tout à fait. Et si je peux dire un tout petit mot, je voudrais, si jamais on a des jeunes pélagies qui nous écoutent, je voudrais vraiment leur faire passer le message que c'est très important pour nous qui continuent à participer à cette cohorte, qui sont vraiment uniques en France. Hein. On n'a pas d'enfants pour lesquels on a des données si riches pendant aussi longtemps, et on tient vraiment à remercier chaleureusement toutes les mamans et tous les enfants qui jusqu'à présent ont participé à cette étude. Voilà un beau message. Exactement. Merci Charline. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. C'était donc Voyage extraordinaire dans la science. Cette émission qui est diffusée par Radio Laser et en collaboration avec Unidivers, le site culturel breton. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés, et à un prochain voyage. Au revoir.